Bonjour, Sandrine Fallot, tête de liste de la liste alternative éco-citoyenne pèlerinaise. En fait, dans cette vidéo, on a envie d'avoir le témoignage des nouveaux élus de la montagne qui permettent d'attester que le nouveau mode de fonctionnement que l'on propose avec notre liste, avec le fait de donner davantage la parole aux citoyens, il y a aussi le même type d'envie proche de la commune. Ça fait le lien avec ce qu'on a travaillé pendant des mois sur la base d'expériences de communes plus éloignées. La commune qui a longtemps été dirigée par Joe Spiegel, la commune de Saillant et d'autres communes plus éloignées de la nôtre. Cela étant, ça nous semblait important de pouvoir échanger et vous présenter ce que la commune de la Montagne, avec la liste Donnons du relief à la montagne, a envie de mettre en place en termes de mode de fonctionnement comparable au nôtre pour donner la parole aux citoyens. Donc je vais maintenant laisser la parole à Monsieur le maire et à son adjointe qui, après s'être présentés, pourront vous dire comment ils envisagent ce fonctionnement pour leur commune. Merci à eux. Oui. Bonjour, Sophie Mourleva, je suis donc citoyenne avant tout et désormais adjointe au maire de la Montagne en charge des pratiques sportives et des équipements sportifs. Et donc Fabien Gracia, nouveau maire de la Montagne depuis le 28 mai. J'ouvre une petite parenthèse, Donnons du relief, la liste qui a gagné cette fois-ci était déjà présente en 2014 et je crois ce qui a fait la réussite de la liste sur cette élection, c'est que depuis 2014 on a démontré à la fois les capacités de travail de cette liste et on a démontré que ce qu'on proposait déjà en 2014 dans le programme, ça peut exister. C'est-à-dire que depuis 2014, on a réussi à publier un journal municipal tous les 6 mois et on a fait des ateliers qui démontraient comment la participation peut exister. Des ateliers où tout le monde est invité, où on a des éléments qui sont présentés, par entre guillemets des experts. On a par exemple eu Françoise Vercher qui est venue faire un topo sur l'urbanisme, à la suite de quoi on a travaillé, mais on a travaillé aussi sur la base des diagnostics en marchant. C'est-à-dire quand on parle d'urbanisme, c'est pas uniquement dans un bureau et sur une carte ou devant un ordinateur, c'est aussi sur le terrain pour voir comment la carte et le projet se traduisent sur le terrain. Et donc c'est cette alternance entre des moments plus réflexifs, des moments plus collectifs et des moments sur le terrain pour voir comment ça peut s'ancrer qui fait un peu, à notre avis, la richesse du projet et on va dire la justesse du projet. Bien souvent, ce qu'on a déploré, c'est que quelqu'un de l'extérieur, par ailleurs très qualifié, un urbaniste, un architecte, venait décider pour notre commune la manière dont ça devait se faire. Or, sur la commune, il y a des habitants architectes, des habitants urbanistes ou tout simplement des habitants motivés qui souhaitent expliquer comment eux envisagent un aménagement, comment eux envisagent une manière de vivre sur la commune. Donc on a eu ces 6 ans d'expérience, on a eu la mise en place du programme de la liste pour 2020 avec 4 réunions où il y a eu entre 35 et 70 personnes qui sont venues pour faire le diagnostic de la commune, pour proposer des projets pour la commune, pour essayer de prioriser les projets pour la commune. Et une fois ces 4 réunions réalisées, on a élaboré on a mis en valeur certains projets qu'on souhaite porter sur le mandat. Dont un projet majeur, c'est l'implication des habitants. Il y a un terme qui symbolise bien ça, c'est comment les habitants reprennent le pouvoir d'agir sur leur vie, mais sur leur vie politique, avec quelque chose, moi, qui m'a frappé dans le porte-à-porte, c'est-à-dire que dans le porte-à-porte, on est tombé sur plein de personnes formidables qui nous disaient « Non, mais moi, la politique, ça ne m'intéresse pas ». Et ensuite, ils nous tenaient pendant une demi-heure un discours sur la politique. Et on voit bien que là, il y a tout un décalage entre la politique envisagée comme
cette espèce de mascarade politicienne où en fait il faut faire un espèce de buzz médiatique. C'est ce qu'on retrouve très régulièrement dans les médias, avec parfois des fausses oppositions, avec parfois des vraies oppositions, mais tellement scénarisées qu'elles en perdent tout intérêt politique. Donc cette politique-là, évidemment, c'est tout ce qu'on veut éviter, et en revanche, ce qu'on veut chercher, c'est la politique du quotidien. Le politique, c'est l'habitant. Nous, les élus, nous sommes uniquement là pour que la parole de l'habitant, c'est-à-dire la parole politique, puisse prendre forme, puisse être débouchée sur une vie communale plus écologiste, plus solidaire et plus démocratique. Oui, il faut aussi... souvent, on doute de l'implication des habitants, et Fabien le disait tout à l'heure, les citoyens sont souvent un peu méfiants vis-à-vis de la politique, alors qu'en fait, ils font de la politique au quotidien sans s'en rendre compte. La période qu'on vient de vivre et le confinement prouve la capacité d'agir et le pouvoir d'agir des habitants qui, en fait, quand ils ne sont pas empêchés, s'organisent eux-mêmes et sont capables de solidarité impressionnante. Et justement, nous, notre travail aussi, ça va être d'accompagner ces initiatives-là et de les faire vivre et de les rendre pérennes et de les faire grossir pour que ces initiatives essaiment, donnent envie et mutualisent les énergies. On a classifié les projets en 3 types de projets. Les projets qu'on a appelés imposés, obligatoires, qui ne sont pas forcément des mauvais projets, mais ils sont imposés parce que la loi nous dit, vous les mairies, vous devez les mettre en place. Il y a un exemple qui est très actuel, c'est la mise aux normes d'accessibilité des bâtiments. C'est un projet noble, rendre les bâtiments accessibles, c'est un projet obligatoire. Donc première forme, premier type de projet. Deuxième type des projets, les projets donnant du relief. Nous, pendant la campagne, on a porté des projets, et donc ceux-là, ce sont les projets de l'équipe, ils ne sont pas obligatoires. Et on a un troisième type de projet, ce sont les projets habitants. Ni des projets imposés, ni des projets donnant du relief, mais des projets que les habitants font remonter. Il y a une très belle formule de l'ancien maire j'ai oublié son nom évidemment, Daniel Cueff, c'est le maire qui a posé l'arrêté anti-pesticides. Il dit la démocratie, hein, c'est comme une marmite, hein, ça bout d'abord par le bas. Et il y a bien cette idée que les idées, les projets, ils viennent par le bas. Et nous, on avait ajouté aussi comme idée, c'est que l'expert du trottoir, l'expert de la rue, l'expert de la commune, c'est l'habitant. C'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur. Oui, on a besoin des experts, des professionnels, des experts techniques, mais les experts d'usage, c'est ceux qui vivent là. Et c'est bien aux experts d'usage de définir comment ils veulent vivre dans leur ville. Ces projets peuvent se transformer en groupe projet, tous. Et sur quelle base ils se transforment en groupe projet? Il y a 2-3 critères. 1, ils se transforment en groupe projet si des habitants sont intéressés. S'il n'y a pas d'habitants intéressés, les projets imposés, de toute façon, on doit les porter. Bon, nous, on les portera. De toute façon, c'est obligatoire. Les projets de l'équipe, de toute façon, on va les porter parce qu'on les a annoncés. Et les projets habitants, ils sont portés si les habitants viennent les porter. Ensuite, il y a un autre critère, c'est aussi... ça, on le tire de l'expérience de Saillant. Saillant, ils sont partis un peu tous azimuts et du coup, ils se sont un peu usés. Très très vite. Et donc nous les groupes projets sont décidés par une commission et la commission reçoit l'ensemble des groupes projets qui concernent son champ de compétences et ensuite va déterminer la faisabilité des projets au regard de 2-3 principes. La motivation des habitants. Plus il y a d'habitants, plus on a de force, plus on peut le porter. Les capacités de portage de l'équipe. Parce que nous, on a bien un conseiller municipal qui accepte de copiloter le groupe projet avec un habitant. Et donc, c'est là on ne peut pas multiplier, alors que Saillant, ils étaient partis sur 21 projets par an, et c'était en fait beaucoup à porter. Ça veut dire multiplication des réunions, ça veut dire beaucoup plus de négociations pour discuter sur ce qu'on appelle les ressources humaines, budgétaires, matérielles, etc. Et donc, le troisième critère, ce sont les ressources.
Qu'est-ce qu'on est capable de porter? Et c'est pour ça que dans notre projet, il y a l'idée de former l'ensemble des conseillers municipaux aux ressources humaines et aux finances. Parce que ce n'est pas Bercy, ce n'est pas l'adjoint aux finances qui arbitre tout seul dans son coin avec le sentiment pour tous les conseillers municipaux, les adjoints, que de toute façon c'est lui qui décide ou c'est elle qui décide. Non, non, tout le monde est formé, comme ça tout le monde a conscience de ce que c'est qu'un budget. Et quand les commissions choisissent les groupes projets, elles choisissent en connaissance de cause et en présentant les informations aux habitants qui du coup comprennent pourquoi tel projet est retenu, tel projet n'est pas retenu ou tel projet est reporté l'année suivante ou l'année d'après, etc. C'est comme ça qu'on voit c'est effectivement comme ça qu'on voit les choses aussi au pèlerin. Ça nous semble une nécessité de former tous les élus à comprendre ces informations-là. Donc c'est parfaitement cohérent. Oui, à partir du moment où on fait de la formation des élus qui accompagnent les groupes projets habitants, on fait aussi de la formation des citoyens et c'est ça qui est pour nous aussi essentiel, à la fois de la transparence, la collégialité et la formation et de la pédagogie. C'est ça, c'est ça. On est dans la même, pour rebondir, on est dans la même logique puisqu'on a bien identifié que si on veut monter des groupes de travail, ce qu'on appelle les comités consultatifs, sur les projets qui s'imposent ou les projets structurants ou des projets remontés par les citoyens, il est évident que pour pouvoir l'animer et le piloter, il faut que tout le monde soit à l'aise pour pouvoir remplir cette mission-là. Parce que nous, on imagine des comités consultatifs avec 3 coprésidents, un élu de la majorité, un élu de l'opposition et un citoyen, donc pour croiser les regards et garantir la neutralité du groupe. Mais derrière, c'est aussi de l'accompagnement à l'animation, à la prise de décision et à la gestion de ce groupe de travail. Donc on est bien sur le même registre, c'est une nécessité pour que tout le monde puisse remplir la fonction sans mettre personne en difficulté. Voilà. On est sur cette logique-là. Donc il y a une question fondamentale, c'est comment se créent les groupes projets constitués d'élus, d'agents et d'habitants porteurs de groupes projets. Pour constituer ces groupes projets, il y a plusieurs pistes. Il y a une première piste, c'est surtout ne pas décourager et au contraire accompagner les citoyens qui ont déjà des projets à porter. Il y a déjà des citoyens qui nous ont sollicités, il y a un citoyen en particulier qui arrive sur la montagne et qui a déjà un projet pour créer une association, donc on l'a mis en contact avec d'autres associations, etc. Donc le premier objectif, c'est de ne pas décourager les citoyens. Le deuxième objectif, la deuxième modalité pour permettre le lancement des groupes projets, c'est la communication de la mairie. Et donc la communication la plus claire possible. Et là, on a différents outils. On a la chance d'avoir sur la commune de la Montagne de l'affichage public. On a un réseau de panneaux d'affichage public assez conséquent. On a un site internet. On a une gazette municipale. On l'espère sous peu, avoir un Facebook municipal pour lancer notamment ces appels à projets avec des réunions appels à projets. Donc là, à nouveau, on est plutôt on va aller toucher les citoyens qui sont déjà mobilisés, qui ont déjà des idées. Et puis on a une autre modalité pour solliciter des citoyens qui peut-être seraient plus réservés, qui n'oseraient pas aller dans ce type de réunion là. C'est ce qu'on a mis en place déjà précédemment avec l'association du relief. C'est ce qu'on appelle, nous, les forums ouverts. C'est-à-dire qu'on donne rendez-vous aux citoyens sur l'espace public, des espaces un peu stratégiques, jour de marché. On va sur l'espace public et on prévoit un stand de mairie pour à la fois expliquer ce qu'est un groupe projet, comment ça fonctionne, et pour peut-être aller chercher des habitants qui ne seraient pas venus dans les dispositifs plus institutionnels, plus classiques. Donc là, on a trois modalités pour aller chercher les habitants. Enfin, 3 modalités. Une modalité, c'est tout simplement recevoir et accompagner les habitants déjà motivés, qui ont déjà des idées, qui ont déjà compris la philosophie démocratique qu'on souhaite porter. Deuxième modalité, c'est les appels à projets via les différents canaux de communication de la commune. Et troisième modalité, cette fois-ci, ce sont les élus qui se déplacent sur l'espace public. Nous, on a la place du Grand Pré le dimanche matin, on a le marché le mercredi après-midi, éventuellement un autre site en fin de journée pour toucher à nouveau une nouvelle population. Et c'est pour ça qu'on a notamment un élu qui est dédié démocratie. On a un adjoint qui s'occupe de la démocratie et dans ses champs de compétences, il y a démocratie, espace public, c'est pas un hasard. C'est parce que dans notre conception de la démocratie, l'espace public est un espace commun
que les habitants doivent pouvoir investir facilement et que les élus doivent pouvoir investir, notamment pour être à l'écoute des habitants. Il y a souvent des critiques qui sont faites au projet qu'on propose. Une des premières critiques, c'est que ça coûte cher. En fait, ça coûte plutôt moins cher. Pourquoi ça coûte moins cher? Parce que quand on arrive à mobiliser des habitants, les habitants, il y a souvent des habitants extrêmement compétents dans les dossiers qu'on traite. Et si on met au travail des habitants, si on met au travail un collectif avec les agents municipaux qui ont eux-mêmes des qualifications et des compétences, les envies, les qualifications des habitants, on se retrouve avec un collectif qui est capable de faire le travail d'étude et d'expertise qui normalement est fait par un cabinet et qui à la moindre étude facture ça 30, 40, 50 000 euros. Cet argent-là, il peut être réinvesti ailleurs et il peut être réinvesti notamment dans la démocratie pour mobiliser les citoyens, pour leur permettre ou pour améliorer les projets des citoyens. Par ailleurs, trop souvent on a l'impression que les projets doivent forcément coûter de l'argent. Non, en fait, notamment tous les projets, on va dire, culturels d'investissement de l'espace public, des projets de solidarité, des projets de jardins partagés, de jardins collectifs, des projets de vergers sur l'espace public, globalement, ça ne coûte quasiment rien. Demander à des agents municipaux, en plus si eux-mêmes sont impliqués, de faire des boutures pour préparer un verger partagé, collectif sur l'espace public, ça ne coûte strictement rien et c'est bien un projet qui est porté par les habitants en lien avec les agents municipaux qui, un peu comme les habitants, sont souvent délaissés et démotivés parce qu'ils ne peuvent pas participer aux décisions qui pourtant les concernent au premier chef également, comme les habitants, ces décisions ils vont être impliqués parce qu'ils participent à la décision qui est sur leur propre travail et sur l'avenir de la commune. Un autre point aussi qui est sous une sous-critique qui est souvent faite à ce type de démarche, c'est que la démocratie et la démocratie participative, ça prend du temps. Oui, c'est vrai. Oui, en fait, la démocratie, ça prend du temps. Mais s'il y a d'autres formules, effectivement, il y a d'autres formules qui ne prennent pas de temps. Ça s'appelle l'autoritarisme. Il suffit que moi, tout seul dans mon bureau, je décide. Ça prend environ 30 secondes, si encore j'ai envie de réfléchir. Sinon, ça prend encore moins longtemps. Donc oui, la démocratie, ça prend du temps, mais c'est un véritable enjeu. C'est le jeu de la démocratie. Sinon, il faut préférer d'autres systèmes. Non, nous, on a choisi la démocratie et on a choisi de porter ce système démocratique qui prend du temps. Après, ça prend du temps, oui et non, parce que ça prend du temps. Nous, on a quelques exemples où finalement la décision, entre guillemets, autoritaire a pris beaucoup plus de temps que la concertation. Parce qu'une décision autoritaire, quand elle est contestée par les habitants, là, on est parti dans des procédures qui durent des années et des années. On a tous en tête des exemples sur nos communes où le projet devait émerger en 2000, je ne sais pas combien, et 10 ans après, il n'est toujours pas sorti de terre. Pourquoi? Parce que les habitants n'avaient pas été impliqués, donc les habitants font des recours, font des manifestations, etc. Impliquer les habitants, c'est peut-être prendre du temps dans la réflexion sur la finesse du projet, sur le détail du projet, etc., voire sur l'ensemble du projet, mais gagner du temps parce qu'il n'y aura pas tous ces recours et parce qu'on sera plus juste dès le départ sur la mise en œuvre du projet et la philosophie du projet. Donc non, en fait, la démocratie, ça coûte pas forcément plus cher, ça prend pas forcément plus de temps, et en tout cas, c'est beaucoup plus enthousiasmant à la fois pour les élus, pour les agents et pour les habitants. Mais pour conclure ce témoignage, simplement un grand merci donc au maire de la Montagne et à son adjointe pour leur témoignage sur les valeurs et la façon dont ils fonctionnent qui correspond plutôt à ce qu'on veut mettre en place si on est élu. Donc merci à eux d'avoir pris le temps d'expliquer leur mode de fonctionnement qui se rapproche beaucoup du nôtre. Merci.